Pendant un certain temps, chacun est gagnant. Comme de nombreux économistes l'ont fait remarquer, Marx, Keynes, cette folie augmente et augmente avant de s'effondrer. Je sais que ce que je fais là, je vais m'en prendre plein la gueule si je me trompe, d'accord? Mais je vais vous demander d'être hyper prudent, les amis, parce que ce qui se passe là ne me plaît pas du tout. La bourse s'affole. Le système financier vacille. C'est la pire crise financière depuis le krach de 1929. Cette crise qui touche l'économie mondiale et l'économie réelle n'est comparable qu'à la crise de 1929. En 1929, des années de prospérité continue s'achèvent en catastrophe. On assiste au plus grand effondrement que la bourse n'a jamais connu. La bourse s'est écroulée très brusquement et bien des gens ont tout perdu. Des milliers de banques ont fait faillite. Des millions de gens furent ruinés. Le crash a été suivi d'une dépression qui s'est étendue au monde entier, qui a duré 10 ans et qui fut le prélude à la guerre. Voici l'histoire d'un désastre financier qu'on espérait ne jamais revivre. 1929, le krach de 1929. À l'époque, Irving Fisher, c'est un très grand économiste sur la monnaie, la théorie quantitative de la monnaie. Il a dit dans le New York Times, en 1929, juste avant le krach, le prix des actions ont atteint ce qui semble être un plateau élevé permanent. L'histoire retiendra sa déclaration comme l'une des plus mauvaises lectures du marché de tous les temps. Parce que quand il en a parlé, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Mercredi 23 octobre 1929, sans crier gare, le prix des actions à la bourse de New York s'effondre. Les investisseurs sont sidérés. Le lendemain, la dégringolade se poursuit. À mesure que les gens se présentaient pour négocier des actions le 24 octobre, on avait le sentiment que quelque chose clochait. Tout à coup, il n'y avait plus d'acheteurs. Les gens voulaient vendre, mais il n'y avait pas d'acheteurs pour leurs actions. Et les prix se sont mis à tomber de 2, 4, 10 $ l'action. C'était passablement terrifiant. On avait bien évidemment le Dow Jones qui avait un record mettant fin à une période de croissance de 8 ans. C'est-à-dire que pendant 8 années, on a eu une hausse de la bourse. Aujourd'hui, la bourse, elle a commencé à monter à partir de quand? À partir de quand la bourse a commencé à monter? À partir de 2009. D'accord? Ça en fait l'un des marchés haussiers les plus longs de l'histoire. Et est-ce que derrière, il y avait des fondamentaux extrêmement solides? Pas forcément. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a eu un recours à la planche à billets, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de QE pour soutenir la bourse. Et sa déclaration, juste après, on a eu le jeudi noir du 24 octobre, avec un marché qui a chuté de 11%. 4 jours plus tard, le lundi noir, il a baissé de 13%. Et le mardi noir, il a baissé de 12%. Ça nous rappelle un peu ce qu'on a vécu récemment. Les bourses mondiales ont connu un véritable jeudi noir, toujours plombé par le coronavirus. À Wall Street, l'indice Dow Jones a cédé près de 10%, soit sa pire chute depuis le lundi noir de 1987. En Europe également, la plupart des places financières sont en chute libre. Moins 16% à la bourse de Milan, moins 12% à la bourse de Francfort, tout comme à Paris qui a connu la plus forte perte de son histoire. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de noter, moi pourquoi encore une fois j'ai fait ce parallèle, c'est juste pour vous parler des cracks. Est-ce que les cracks se dessinent en 1 mois, 2 mois, ou ça peut durer sur 1 an, 2 ans, 3 ans? Je vous pose la question. Est-ce que ça dure 1 mois, 2 mois, ou ça s'étale sur 1 an, 2 ans, 3 ans? Faites monter les likes, les amis. J'aime, 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 j'aime. Le Dow Jones en 1929, on a eu une forte baisse, d'accord? Et là, il y a beaucoup de gens qui disent « It now looks as though the bottom of the market had been found and many are taking advantage of the opportunity ». C'est-à-dire, le plus bas a probablement été atteint. Et beaucoup aujourd'hui vont profiter de cette opportunité. Eh bien, dis donc, on a eu une hausse, d'accord, qui a duré septembre 2029, janvier, jusqu'au mois de mars, d'accord. Donc, on peut dire
Mois de mai ici, moi c'est mai, mais bon, donc ça veut dire que ça a duré quasiment 6 mois de reprise. Et ensuite, baisse. Et on est bien d'accord qu'un crack, généralement, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord? Sauf si ce n'est pas un crack qu'on est en train de vivre. Donc c'est juste une petite correction. Il n'y a pas de souci. Et je vais vous expliquer comment on pourra déterminer si ce n'est qu'une petite correction. Mais si c'est un crack, on est bien d'accord qu'on ne peut pas juger en 1 semaine ou en 4 semaines de la suite. On est d'accord? Et on ne peut pas se précipiter pour opérer parce que c'est dangereux. Oui ou oui? Donc ça dure 2-3 ans. Donc ici, je reprends le cas de Vivendi. Vous le connaissez? Vivendi, donc c'est une action française qui était très à la mode. Il y avait son PDG qui s'appelle Jean-Marie Messier. Jean-Marie Messier, c'était genre le plus brillant. Il était polytechnicien, énarque, et tout le monde l'adorait. La seule solution que l'industrie française de la communication existe, c'est de réunir les compétences, toutes les compétences nécessaires, celles des télécoms avec CGTEL, celles de l'édition avec Havas, celles des images avec Canal+. Notre stratégie, c'est de constituer la Dream Team à la française dans les métiers de la communication. D'accord. Pourquoi? Parce que la bourse, voilà, l'action, elle valait pas grand-chose et elle est montée à 150, 160, 150 euros. 150 euros. Et donc les gens se sont dit waouh, c'est super, c'est magnifique, ça ne peut que monter. Et c'est passé de 150 euros à 10 euros, c'est-à-dire divisé par 15. Divisé par 15. Là, on avait également une situation d'euphorie, d'accord? Comportement moutonnier, donc le gros des investisseurs a acheté au sommet. Et on a eu la même chose en 2007. Donc c'est intéressant, la bulle des tulipes. Mackay affirmait qu'à une certaine époque, un bulbe de Semper-Augustus pouvait s'échanger contre 5 hectares de terre. De nombreux investisseurs avaient été ruinés par la chute du cours, etc. C'est-à-dire qu'à un certain moment, un bulbe pouvait s'échanger contre 5 hectares de terre, c'est-à-dire une totale folie spéculative. Renault en 2008, c'est un exemple que j'utilise souvent. Il y a un prof d'une grande école parisienne, l'ESCP pour ne pas la citer, et ce prof il est génial, hein, mais là il vient, il fait une analyse sur BFM devant ses étudiants, il leur dit écoutez, cette action elle est sous-évaluée, c'est-à-dire que si tu vends les usines de Renault, si tu prends son stock, eh ben ça vaut plus que la valeur en bourse, donc c'est pas cher, donc ça vaut le coup. À votre avis, la valeur, elle valait 120 et elle, au plus bas, ici, elle valait 57. Est-ce que pour vous, c'est une bonne affaire? Une valeur qui perd 50% de sa valeur en… Alors, c'est un graphique mensuel. Hein. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un moment historique. Ça veut dire en 1 mois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. 8 mois, elle perd plus de 50%. Donc, elle est même 60% de sa valeur. 60% de sa valeur. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est une bonne affaire? La réponse, c'est non. Parce que ça valait 50 et ensuite ça a fait un plus bas à 10. D'accord? Donc sa valeur a été divisée par 5. Et le prof a utilisé des super bons arguments. Et ces arguments étaient extrêmement solides sur un plan fondamental. Mais à un certain moment, on a oublié le côté psychologique. D'accord? Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un nouveau paradigme? Mais l'idée, elle est là, c'est que on est aujourd'hui peut-être à la fin d'un cycle. Et on est en train de vivre les derniers soubresauts. Et un cycle économique, généralement, c'est très long. Ça peut durer 50 ans, 20 ans, etc. Ça dépend bien sûr. Et dans ce cycle économique, on a des phases d'expansion, de récession. Expansion, récession. Expansion, récession. C'est ce qu'on a eu durant, depuis 1945. Hein.
depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors bien sûr, il y a eu des périodes de récession prolongée. Les années 70, c'était pas top. Mais on a eu à chaque fois des périodes de croissance, récession, croissance, récession, croissance, récession. Et ce que dit Ray Dalio, c'est qu'à un certain moment, donc dans les périodes d'expansion, on s'endette. D'accord ? Et dans les périodes de récession, généralement, il y a du chômage, la croissance elle est plus faible, etc. On essaie de diminuer sa dette, il y a des entreprises qui sont en faillite, etc. Mais au fil du temps, c'est-à-dire là, on a cette phase de croissance et on a la dette qui augmente. Vous voyez le truc ? On a la dette qui augmente. Et cette dette, elle ne peut être honorée que si les taux d'intérêt sont faibles. Mais ce que dit Ray Dalio, c'est que les taux d'intérêt sont faibles parce que sinon c'est impossible. On ne peut pas avoir une dette de 100% si la dette est faible. Et c'est le cas au Japon. Le Japon, depuis plus de 20 ans, l'économie elle est morte, mais ils ont une dette très très importante. Mais comment ils font pour tenir ? Ils ont des taux d'intérêt très faibles. D'accord ? Le cas du Japon. Donc, Ray Dalio, il explique qu'effectivement on a ça, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, mais à un certain moment, on va atteindre un pic. Et ce pic, c'est une situation où finalement, la dette, elle devient trop importante. Et puis à un certain moment, il y a un changement de paradigme. La France est en déni. 2300 milliards d'euros, c'est beaucoup. 100% du PIB, c'est beaucoup. Mais surtout, il n'y a aucun signe donné en France de mesures qui auraient pour objectif d'essayer de diminuer l'endettement. Ils savent la situation dans laquelle on est. Le problème, c'est le courage. Le plus bête. J'ai envie de vous présenter un titre. J'ai pas mis comment dirais-je, le nom du titre. Ce titre valait 54 au plus haut. Il a baissé à 33 et là il a rebondi. Donc il a perdu 40% de sa valeur et ensuite il a rebondi 35%. Est-ce que pour vous c'est une opportunité ou pas? Je vous pose la question. Est-ce que pour vous c'est une opportunité ou pas? C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, hein? On est en train de vivre la même chose. Ce titre valait 54, a baissé sur les 32 et a rebondi, donc un rebond de 35%. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est une bonne affaire? C'est pas total, c'est pas total. Vous allez voir après. C'est pas total. Eh bien, juste après, cette action va baisser à 18,20. Encore une fois, ça valait 54. Donc ça perd 67% de sa valeur et ensuite ça prend 81%. Est-ce que c'est une bonne affaire? Je vous pose la question. Est-ce que c'est une bonne affaire? Merci, je vois les puristes, ils me disent RSI baissier, vous êtes bon, vous êtes bon. Est-ce que c'est une bonne affaire? La réponse, il y a un étudiant, il a dit, eh ben, le titre, il va taper les 2,60 juste après. C'est-à-dire qu'il va perdre 95% de sa valeur. Et donc, on en revient à, et le titre, c'est Bank of America. Et donc, on en revient sur le début. Le début, regardez, 54, ça baisse fortement, ça se reprend, d'accord? Donc, ça reprend 35%. Beaucoup de gens vont dire, waouh, je ne vais pas rater l'opportunité, est-ce qu'on est d'accord? Et donc, ils vont acheter par là. Ensuite, ils voient le titre passer de 46. Vous voyez ici, 46. On était là. Et ils voient passer le titre de 46 à 18. D'accord? Et puis, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on a un rebond et on a d'autres qui vont faire la même erreur. Et puis, le titre va s'effondrer en 2009. D'accord? Et donc, on voit bien baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse.
Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la situation a radicalement changé aujourd'hui? Je pose la question. Est-ce que la situation a radicalement changé aujourd'hui? Eric, je ne veux pas vous faire peur. Je veux juste que vous soyez capable d'analyser par vous-même la situation. Et donc ici, j'ai envie de prendre le même titre, Bank of America en 2008. La baisse. Bank of America aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait rire, la baisse d'aujourd'hui? Est-ce que c'est rigolo quand on voit la baisse d'aujourd'hui comparée à la baisse de 2008? C'est rigolo. Il n'y a rien là. Là, c'est rien. Et donc la question, c'est est-ce que vous pensez que la crise de 2020 sera pire que celle de 2008 ou pas? Vous voyez l'exemple et vous voyez l'importance de cet exemple. L'exemple, ce n'est pas de vous faire peur, c'est juste de vous faire réfléchir. J'espère que vous avez kiffé le live, les amis. Est-ce que vous avez kiffé ou pas? Est-ce que vous avez kiffé ou pas? Et je vous souhaite une magnifique soirée. Et puis bien évidemment, j'espère que cette analyse, elle vous a aidé à y voir plus clair, à avoir un avis voilà, qui n'est pas finalement l'avis totalement négatif, totalement positif. C'est un avis pondéré, c'est un avis également argumenté. D'accord? Moi, mon but, encore une fois, c'est le trading, l'investissement, ça s'apprend. D'accord? Et les gens qui aujourd'hui investissent, je leur souhaite de gagner, j'espère qu'ils vont gagner, mais je vous ai mis les choses dans une perspective historique. Et c'est quelque chose que j'enseigne à mes étudiants, je leur enseigne beaucoup tout ça, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ça ne sert à rien de vouloir se précipiter, c'est-à-dire que les marchés vont nous donner à un certain moment l'occasion de nous positionner, vraiment, vraiment, c'est-à-dire je sais que certaines personnes, elles sont pressées, mais en fait, le marché, il va prendre l'argent des personnes impatientes et il va le mettre dans la poche des personnes patientes. Warren Buffett. Et il a raison. Et si tu es patient et si tu sais ce qu'il faut faire, et si tu as une bonne méthodologie, etc., pour moi, c'est ça le plus important. Donc moi je ne m'excite pas. Vous voyez, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'excitent et qui sont là, qui vont vous dire « Ouais, mais peut-être que ça monte, peut-être que ça baisse, peut-être… » Alors voilà, je me mouille. J'ai pas peur de le faire. Ça fait plus de 12 ans, je pense, pour regarder ce que j'ai dit, etc. Allez d'ailleurs sur la page tami.net, regardez mes analyses. Vous verrez que j'ai toujours été cohérent dans mes analyses. Donc, ce n'est pas un petit écervelé qui, du jour au lendemain, se dit « Ouais, je m'excite. » Parce que j'en connais beaucoup. À chaque fois, ils disent « Ouais, c'est baissier, c'est baissier. » Et le marché montait, montait, montait. Après, en fait, ils avaient toujours raison. Moi, regardez ce que je dis depuis pas mal d'années. Et puis, aujourd'hui, on est dans un nouveau paradigme. Alors, bien sûr, un nouveau paradigme, ça ne veut pas dire que ça va changer comme ça. Ray Dalio, j'aime beaucoup son analyse, mais c'est une analyse fondamentale longue, long terme. Lui, son analyse, c'est on est dans un nouvel ordre mondial. Ça y est, c'est fini. Moi, mon analyse, elle est beaucoup plus nuancée. C'est peut-être qu'il a raison, mais il faut que le marché me donne de la viande, me donne des arguments. D'accord? Et là, il me manque quand même quelques éléments, mais malgré tout, sur un plan fondamental, c'est plutôt négatif. Et sur un plan technique, pour le moment, c'est encore négatif. C'est bon pour tout le monde ou pas, les amis?